On a eu les deux plus grosses rencontres du tournoi jusque-là, Brésil-Maroc et Pays-Bas-Japon. Mais on a aussi eu l'Allemagne qui tartine Curaçao, le premier match d'Haïti en Coupe du Monde, la Turquie et la Suisse qui se sont fait complètement surprendre. Bref, il s'en est passé des choses, et je te fais un récap de tout ce qui s'est passé. Bon, on commence tout de suite avec le premier choc de ce tournoi, Brésil-Maroc. D'un côté, on a le Maroc. En 2022, ils avaient choqué le monde en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde. Ils ont sorti l'Espagne, le Portugal, et c'est la première équipe africaine à être arrivée à ce stade de la compétition. Entre-temps, ils ont gagné la CAN. Bon, je sais, il y a des polémiques autour de cette victoire, mais officiellement, elle est à eux. Même si je crois que les Sénégalais ont jamais rendu le trophée, bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que le Maroc, c'est plus une surprise. Et ce match contre le Brésil, c'est juste l'occasion de rappeler leur statut. Mais le plus gros changement, c'est que c'est plus Regragui à la tête de la sélection. C'était lui le cerveau derrière la Coupe du Monde 2022 et la CAN 2025. Il est remplacé par Mohamed Wabi, l'ancien sélectionneur des U20 marocains, qui n'a d'ailleurs jamais coaché des équipes à ce niveau. Et ce changement, il est en mars 2026, à 3 mois du début de la Coupe du Monde. Et ça, c'est un très gros challenge pour le Maroc et pour Wabi. Le mec, c'est sa première compétition de haut niveau avec une équipe senior. Bon, et du côté du Brésil, il y a pas mal de choses à dire aussi. Déjà, il y a Neymar qui est forfait pour le premier match. Non, l'ADN de ce gars, c'est fou quand même. Il a même pas joué, il est déjà blessé. Mais au-delà de ça, le Brésil, à cause des 5 étoiles sur le maillot, c'est une équipe qui se met énormément la pression. Et malheureusement, elle a plus les mêmes talents qu'à l'époque. On n'est plus sur le Brésil de 2002, mais plus sous un Brésil en reconstruction. Et le plus gros changement, ça reste l'arrivée d'Ancelotti à la tête de la sélection. Et franchement, les deux équipes, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la Coupe du Monde. Bon, et sinon, le match, c'était comment? Bah déjà, ça commence tout de suite avec un très gros pressing marocain. Petit accélérant du pied avec la frappe. Et pour Hakimi, la frappe d'Hakimi. Et cette énorme pression, elle va très vite se transformer en but. Le milieu de terrain du VfB Stuttgart. Très bon ballon. Il est bon, très bon ballon de Brahim Diaz pour Saïbari. Il est merveilleux ce piqué d'Ismaël Saïbari. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Le lob est vraiment magnifique. Et franchement, le début de match des Marocains, y a rien à dire, c'était hyper solide. Et en plus, ils continuent de mettre la pression. Hakimi la frappe. Mais le Brésil, ça reste toujours un pays dangereux. Et Vinicius va le prouver. De nouveau le Madrilène. Vinicius face à la Inaoui qui est passé. Et il fallait un éclair. Il fallait une étincelle. Elle nous est venue de Vinicius qui relance le Brésil. But incroyable, et en plus le Vinicius il s'est mis à défendre. En Europe avec le Real Madrid il faisait partie des attaquants qui défendaient le moins, derrière Mbappé bien sûr, mais là je sais pas, avec le Brésil il était survolté, carrément il récupérait des ballons à la place du défenseur central. Non, voir Vinicius faire ça c'est fou, c'est fou. Bon, après ces deux buts, on va pas se mentir, le match il s'est un peu endormi quand même. Et sauf que Paqueta il nous a réveillés juste avant la mi-temps, en nous montrant pourquoi il était brésilien. Le centre au but de la Santos. Lucas Paqueta. Malheureusement, c'est juste à côté, mais ça aurait été un but magnifique. Bon, et la deuxième mi-temps, elle commence avec une incompréhension. Le ballon sort, il est rejoué hyper vite, et même la caméra s'est fait feinter. Bon voilà, après ça, globalement, il s'est pas passé grand-chose. Il y a quand même eu cette frappe de Rafinha. C'est vrai que Danilo Santos. Ah, il avait cherché. Et cette frappe de Al Ainaoui. Du bout du pied pour Brahim Diaz. Mais sinon, globalement, il y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Bon, globalement, c'était le premier choc du tournoi, et le match était un peu décevant, on va pas se mentir. Sinon, j'ai été choqué du niveau technique d'Ounani. J'avais pas le souvenir qu'il était aussi bon avec le ballon. Et il y a aussi le volume d'Al Ainaoui qui m'a choqué. Non, voilà, je voulais juste le préciser. Bon, sinon, un truc qui est assez drôle, c'est qu'il y avait pas mal de collègues en club qui étaient adversaires aujourd'hui. Par exemple, Marquinhos et Hakimi au PSG, mais il y a aussi Casemiro, Cunha et Mazraoui à Manchester United, et bien sûr, il y avait Vinicius et Brahim Diaz au Real Madrid. Globalement, le Brésil a pas fait un match de fou, mais le Maroc a prouvé qu'il avait encore pris en niveau, et qu'il commence à vraiment s'installer dans le paysage footballistique mondial. Bon, et sinon, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, je compte couvrir toute la Coupe du Monde, donc ce serait con de rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez vraiment me soutenir, vous mettez un petit pouce bleu, un petit boost, et vous me laissez votre avis en commentaire sur le match. Et nous, on reprend avec les matchs suivants. Et on attaque tout de suite avec le deuxième choc de cette Coupe du Monde, Pays-Bas-Japon. Les Néerlandais partent assez favoris, mais le Japon reste un adversaire piégeux. Les Japonais restent sur 5 victoires d'affilée, avec 0 but encaissé. Et le match, quand il commence, bah il est nul à chier. Sincèrement, j'ai failli m'endormir. En première mi-temps, il s'est littéralement rien passé, j'ai juste eu l'impression d'avoir perdu 45 minutes. À part ces deux pauvres frappes du Japon en fin de deuxième période, tu connais quand les commentateurs ils commencent à dire le nom des joueurs un par un et ils commencent à parler de match tactique, tu sais que t'es sur un match de merde. Le match était tellement chiant que j'ai failli pas regarder la deuxième mi-temps. Abonne-toi parce que je suis resté devant juste pour te faire le résumé. Surtout que le match m'a donné raison de rester. Seulement 5 minutes après le début de la deuxième période, les Pays-Bas ouvrent le score. Avec la tête de Van Dijk, le poteau et le but. Virgil van Dijk, il a l'expérience, il a le talent et il a le savoir-faire. C'est d'ailleurs le premier but de Van Dijk en compétition majeure, mais le match est pas fini. Je vous l'ai dit, le Japon c'est un adversaire coriace. Avec Nakamura qui contrôle, est-ce qu'il peut enchaîner avec une frappe? Oui. Et il a raison de tenter sa chance. Nakamura, buteur. Seulement 5 minutes après le premier but, et égalisation du Japon. Si jamais le mec qui a marqué c'est Nakamura, voilà c'est un joueur de Ligue 2, il joue au Stade de Reims, nos championnats ont du talent, et enfin les deux équipes commencent à jouer au football. Et encore 5 minutes plus tard, Summerville redonne l'avantage aux Néerlandais.
toujours avec le ballon, le joueur de Liverpool pour donner à Summerville le dédoublement de Dumfries. Summerville qui en profite. Il a été malin, il a été intelligent. C'est celui qu'on n'attendait pas forcément. Il aura fallu seulement 15 minutes pour mettre le feu dans le stade. Et alors que le match se rendort, à la 88e, corner pour le Japon. Et à la surprise de tout le monde, les samouraïs bleus recollent au score. Junya Ito, nouveau corner, la tête est japonaise. L'égalisation l'est aussi. Bon, le but est un peu singesque, on va pas se mentir. Corner, la tête est déviée par Kamada qui met un but sans faire exprès. Non, c'est beau. Et le match se finira donc sur ce score de 2-2. La deuxième mi-temps de feu nous a fait complètement oublier la première partie horrible du match. Je crois peut-être même que c'est le meilleur match que j'ai vu jusque-là. Côté néerlandais, il y avait Van Dijk qui était investi d'une grande mission, parce qu'il était partout. On le voyait en attaque, en défense, sur le premier but. Le frérot, il a 34 ans, mais il a faim de trophées. On retiendra aussi le match magnifique de Summerville, parce qu'au-delà de son but, il a aussi enchaîné les accélérations dangereuses. Et la grosse surprise, qui en est pas tant une en vrai, c'est le Japon, qui a fait un super match. Franchement, ils étaient hyper bien organisés et ils jouaient super bien ensemble. D'ailleurs, le Japon, j'avais hésité à les mettre dans ma vidéo sur les surprises de la Coupe du Monde, que je t'invite à aller voir. Et je me rends compte que j'aurais clairement dû les mettre, parce qu'il y a moyen qu'ils fassent un très beau tournoi. Franchement, les Japonais, ils m'ont régalé. Maintenant, avant qu'on passe au prochain match, on va faire un petit détour sur de l'extra sportif. Faut qu'on parle de la sélection anglaise, parce qu'il leur arrive que des galères. Premièrement, ils se sont déjà tapés une tornade, un séisme, et il y a eu une fusillade à côté de chez eux. Un jour normal aux USA finalement, mais là quand même ça fait beaucoup en 2 semaines, on va pas se mentir. Mais attention, c'est pas fini, parce qu'il y a le clou du spectacle, ils se sont fait voler leurs ballons et leurs crampons. Oui, il y a des mecs qui sont venus, qui ont volé leurs ballons et leurs crampons. Voilà, vous faites ce que vous voulez de l'info. Je sais même pas ce que c'est le but de voler tout ça, à part les empêcher de s'entraîner. Mais en tout cas, l'info est très drôle, donc je vous la partage. Et nous, on passe au prochain match. Bon là, on passe à un match un peu plus fun, Allemagne-Curaçao. On n'est clairement pas sur la même force de frappe des deux côtés, hein. Et dès le début, l'Allemagne prend le dessus sur la rencontre. Les deux défenseurs centraux du Curaçao. Oh, elle est belle, quelle intervention. Mais le plus fou, c'est que Curaçao va égaliser. Menencia avec Hansen, la bonne défense, mais peut-être avec le Kadia, la possibilité l'égalisation et le but historique pour le Curaçao. Magnifique, regardez du délire dans les tribunes. C'est littéralement la première fois qu'ils marquent en Coupe du Monde. Après tu me diras c'est leur première Coupe du Monde, donc c'est aussi la première fois qu'ils prennent un but dans cette compétition. Et ça va aussi être la première fois qu'ils prennent une raclée, parce que l'Allemagne décide d'accélérer. Ah c'est fait, bien frappé. Kai Havertz. Attention, Alors, Dame, attention. Oh, il la donne derrière, c'est bien. Et peut-être le petit piqué. 7-1, de quoi se rappeler des bons souvenirs de 2014. Sans déconner, les Allemands ils ont aucune pitié. Il y a une équipe qui est déjà ultra fière d'être présente à la Coupe du Monde, et eux ils leur mettent 7 buts dès leur premier match. Et maintenant on va passer à des matchs un peu moins suivis. Et on va commencer tout de suite par un match dont je comptais pas parler, mais finalement j'en parle, la vie est faite de surprises j'ai envie de vous dire. Et le match en question c'est Suisse-Qatar. Bon, on va pas se mentir, sur le papier ça donne pas très envie, mais il s'est passé un retournement de situation, et c'est pour ça que je vous le partage. Bon, assez logiquement, le match commence par une domination de la Suisse, et très vite ils obtiennent un penalty. Et ce penalty, évidemment, ils vont le transformer. 1-0 pour la Suisse. Et à partir de là, on a l'impression de voir de la suffisance du côté des Suisses. Ils jouent lentement, ils forcent pas forcément, mais surtout, ils arrivent pas à transformer leur action. Et peu à peu, le Qatar commence à se montrer dangereux. Et à la 90+4, l'impossible se produit. Le Qatar égalise. C'est complètement fou, le Qatar retourne le match et prend le premier point de son histoire en Coupe du Monde. Par contre, faut dire aux Qataris qu'ils ont juste pris un nul, hein. Ils ramènent pas la coupe à la maison encore, hein. Maintenant, on va faire un petit passage par un match que je pense pas grand monde va regarder. Deux équipes qui se qualifient normalement jamais, Écosse-Haïti. Et très vite, l'Écosse prend l'ascendant. Et son vis-à-vis avec une solution retrait. Et à la 28e minute, ils prennent l'avantage sur le score, avec un but de McGinn. Contre un Adams, l'arrêt de Johnny Placide derrière McGinn, qui va venir transformer cette occasion. Et franchement, les Haïtiens se sont bien battus. Je pense que personne s'attendait à ce qu'ils bousculent autant l'Écosse, donc bravo à eux. Et enfin, le dernier petit détour qu'on va faire, c'est encore un match dont je pensais pas parler, Australie-Turquie. Bon, sur le papier, la Turquie est censée gagner largement, et en plus, elle commence très bien son match. Centre de Yilmaz, la reprise. Sauf que les Australiens se réveillent et les surprennent très vite. attention parce que là ça lutte avec Yaran Kounda. Dans la surface de réparation, Yaran Kounda pour l'ouverture de vitesse. Il a cette explosivité, il en a suffi d'une. Les Turcs essaient de répondre, De taille, la reprise peut-être. Arda Güler, pied gauche. mais se font enterrer à la 70e minute sur un but magnifique. Exécution de Metcalf. La frappe de Metcalf. La frappe de Metcalf à un quart d'heure de la fin pour faire le break. Côté australien.
C'est la première grosse surprise de cette Coupe du Monde et ça rebat totalement les cartes du groupe D. Et je vous rappelle que le deuxième du groupe, il peut affronter une top nation dès les 16e de finale, pendant que le premier il peut aller filer en quart plutôt tranquillement. C'est la fin de ce récap, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à aller regarder celle-là sur les 9 surprises de la Coupe du Monde, ou celle-là qui résume les 3 matchs d'ouverture. Pensez à vous abonner, c'est le plus important, je vais sortir la blinde de vidéos pendant cette Coupe du Monde. C'était Thibaut, bisous.